Eh bien, bonjour à tous et à tous. Eh bien, je vous accueille pour cette dernière émission de la saison aujourd'hui. On va parler de FileMaker, on va parler de l'actualité brûlante de FileMaker aujourd'hui, notamment avec la sortie hier de FileMaker 2025. Et puis aujourd'hui, j'ai l'occasion d'accueillir Grégory, qui a commencé en tant qu'utilisateur FileMaker et maintenant développe un peu ses solutions. Et on le retrouvera, finalement il va m'accompagner puisqu'on va découvrir ensemble un petit peu toutes les nouveautés de FileMaker 2025. Et puis en attendant que tout le monde puisse se connecter, Grégory, est-ce que tu peux te présenter qui tu es et puis quel est un petit peu ton métier? Bonjour Marc et bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Grégory, comme Marc l'a dit. Je suis basé dans la belle ville de Toulouse, la ville rose, et je suis consultant en qualité, sécurité, environnement. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ce métier? Parce qu'on n'est pas forcément familier. Alors, quand on est dans une grande boîte ou dans une industrie, ça paraît, ça coule de source. Mais pour, je dirais, le commun des mortels que nous sommes, qu'est-ce que c'est que ce métier? Ça consiste en quoi? En fait, mon objectif, en fait, c'est d'aider les entreprises avec lesquelles je collabore à améliorer leur performance. Donc, leur performance financière, mais je ne travaille pas sur les finances. Moi, je travaille sur ce que fait l'entreprise. Et mon objectif, c'est faire en sorte que elles puissent réaliser leur métier avec le maximum d'efficience, c'est-à-dire avec le minimum d'efforts et avec le fait de faire bon du premier coup. Je ne sais pas si ça c'est clair, mais en tout cas, c'est mon leitmotiv. Alors, est-ce que tu peux nous donner un cas d'usage dans lequel tu interviens, par exemple dans le processus de fabrication ou dans le cadre de Calliope aussi? Alors, j'interviens dans plusieurs types d'entreprises, quelle que soit Ouais. leur activité. Donc, ça peut être des entreprises de fabrication. Effectivement, je peux intervenir sur les process. Je suis aussi auditeur Calliope. Ça, dans ce métier-là, je suis mandaté pour vérifier la conformité à la réponse à différents référentiels. Donc, ça peut être Calliope, ça peut être d'autres référentiels Oui. qualité comme la 9001, la 14001 en environnement ou en sécurité. Voilà. Donc en fait, moi j'ai quatre interventions différentes. Je fais de l'audit, comme tu viens de le dire. Je permets aux entreprises de mettre en œuvre ce qu'on appelle dans notre jargon imbuvable un système de management. Donc comment est-ce qu'on peut répondre à un référentiel, voilà, pour le faire plus simplement. Je fais de la formation aussi, donc j'interviens pour des formations type master pour des étudiants ou des formations au sein des entreprises quand elles ont besoin de mettre en place certains outils et qu'elles ne connaissent pas. Ou alors notre quatrième métier, c'est on peut être responsable qualité ou responsable sécurité ou environnement pour certains de nos clients qui n'ont pas la compétence en interne. Tu as cité des grandes entreprises. Nous, nos clients sont plutôt des PME ou des TPE qui n'ont pas justement ces compétences en interne ou qui n'ont pas forcément toute la connaissance de ce que nos métiers impliquent. Donc, on est là pour faire le boulot. On appartient aux clients pendant quelques jours par mois et on tient le poste. Oui. Alors du coup, comment t'es arrivé à FileMaker? Alors, Qu'est-ce qui t'a amené, voilà, à utiliser ce produit? Comment ça est arrivé? alors, FileMaker, ça fait une dizaine d'années maintenant que je l'utilise. Mon but, je suis un grand feignant, donc mon objectif, c'est faire en sorte que on puisse utiliser ce qu'on peut appeler comme étant une tare quelque part. Pour moi, c'est plutôt un avantage. Je déteste écrire plusieurs fois la même chose. Et pour moi, il est interdit de faire ça. Quand on écrit une information quelque part, elle doit pouvoir être utilisée partout où on en a besoin. Et dès le début de mon activité, quand j'étais en entreprise, j'ai utilisé Excel, j'ai fait des macros comme beaucoup de monde. Ouais. Euh,
J'ai très vite vu les limites d'Excel. Quand on écrit des macros, ben, on ne sait plus les relire au bout d'un mois parce qu'on ne sait plus comment on l'a écrit. Excel, on ne peut pas utiliser à plusieurs le même fichier, donc ça, c'est compliqué. Et puis, on ne va pas se mentir, c'est pas très joli en termes d'interface. Donc, j'ai assez vite voulu créer des applications qui soient ergonomiques, qui soient sympas à utiliser. Et comme je suis utilisateur Mac, évidemment, mon premier truc, ça a été de me dire, mais tiens, je vais utiliser Access parce que finalement, les bases de données, c'est plutôt bien et ça peut être utile, mais ça n'existe pas sur Mac. Donc, en cherchant, j'ai découvert FileMaker. Voilà. D'accord, ok. C'est comme ça que tu es arrivé. Ouais. Bien. Et du coup, bah, aujourd'hui, ce que tu disais, voilà, c'est qu'au départ, c'était surtout des besoins internes. Et aujourd'hui, quelque part, bah, tu aides aussi tes clients, alors sans faire forcément du développement, mais tu les aides à créer des outils et à être plus efficient là-dessus, je suppose. C'est ça. Alors, nous, aujourd'hui, l'utilisation que j'ai de FileMaker, c'est essentiellement pour ma toute petite entreprise. On est 3, en fait. On est Oui. 3 consultants. Donc, moi, mon premier objectif, c'est d'avoir des outils qui nous permettent tous les 3 de faire les choses de la même façon et de perdre le moins de temps possible. Donc, on a des applications qui génèrent des rapports de façon automatique, qui nous permettent de faire du suivi projet, etc., qui nous permettent de savoir ce que font les uns les autres. Si je dois prendre la place d'une de mes collègues, ben, ça me permet de voir où est-ce qu'elle en est, etc. Donc, c'est nos outils qui sont internes. Et vis-à-vis de nos clients, ce sont des outils aussi qui nous permettent d'animer la relation que l'on a avec le client. Donc, on utilise des outils que le client voit, qu'il n'utilise pas forcément, mais qu'il nous voit utiliser. Et ça a vraiment porté une valeur ajoutée. Parce que les clients ressentent derrière, plutôt que voir encore une fois des fichiers Excel, Excel est devenu ma bête noire, on va dire. Mais aujourd'hui, les clients ressentent derrière une maîtrise et puis ça montre l'expertise quelque part, voilà, de ce que l'on apporte. Et ça clarifie aussi, ça permet de mieux comprendre. Nos clients comprennent mieux quand ils nous voient utiliser nos outils, ils comprennent mieux ce qu'on leur apporte. Oui, et ça aide surtout à formaliser aussi, si j'ai bien compris, hein, la perception de la qualité, c'est toujours quelque chose qui est souvent abstrait. Oui. Et là, pour le coup, ça aide, je pense, à le visualiser sur les étapes. Tu auras l'occasion, d'ailleurs, tout de suite après, de nous présenter un outil, Orcarisque, qui est quelque part une appli, et tu nous montreras un petit peu la genèse de ce développement FileMaker que tu as fait et comment il fonctionne. Voilà. Avec plaisir. Et donc, maintenant, on va en profiter pour annoncer un petit peu l'actualité. Alors, je déplace mon écran sur mon deuxième écran, comme ça je peux suivre, et s'il y a des questions, vous pouvez ne pas hésiter à les poser. Et effectivement, on va parler un petit peu de l'actualité FileMaker. Alors bien sûr, l'actualité bouillante d'hier soir, en fin d'après-midi, ça a été la sortie de FileMaker 25. Mais dans l'actualité, on a une annonce à faire. L'AUFMS, c'est l'association francophone des utilisateurs de FileMaker. Eh bien, on a en privilège de vous annoncer la prochaine date de l'événement. Ça va avoir lieu le 23 au 25 avril 2026 à Aix-en-Provence. Voilà, les dates sont déjà posées. Vous découvrirez au fur et à mesure de l'année l'annonce du programme. Et c'est surtout que vous pouvez d'ores et déjà réserver la date du 23 au 25 avril 2026 à Aix-en-Provence dans le resort Renaissance. Et donc, c'est pas très loin de la gare et tout. Donc,
Voilà, et donc on aura l'occasion de vous accueillir. Mais en ce qui nous concerne, eh bien, ce qui est important, c'est la sortie de FileMaker 2025 ou 22.1 pour ceux qui suivent la numérotation technique de l'application. Et puis, avec quelques petits éléments importants à prendre en compte. Comme vous le voyez dans l'illustration, cette version 2025 est vraiment tournée vers l'intégration de l'intelligence artificielle de manière opérationnelle dans FileMaker. Effectivement, FileMaker et l'intelligence artificielle, ça date d'il y a longtemps, mais véritablement, dans cette version, il y a quand même des éléments qui vont permettre de passer d'une espèce de prototypage à une espèce d'élément beaucoup plus élevé, beaucoup plus importante là-dessus. Alors, pour commencer, un petit disclaimer, des petites attentions si vous vous précipitez sur cette version 2025. Si vous êtes sur Windows, vous ne pourrez faire tourner qu'une seule version de Windows sur votre OS. Ça veut dire que si vous passez en 2025, vous ne pourrez plus ouvrir des anciennes versions de FileMaker. Donc là, attention, notamment pour les développeurs sous Windows ou les utilisateurs qui jonglent entre plusieurs versions de Windows, plusieurs versions de FileMaker, notamment des anciennes, etc., eh bien, vous ne pourrez plus installer et utiliser qu'une seule version de Windows. Voilà. Donc, une version de Windows de FileMaker. Donc, attention à ça. Deuxième attention aussi sur laquelle il faut être vigilant, c'est que FileMaker Server n'est pas compatible avec les versions antérieures de FileMaker. Souvent, la version serveur était un peu le lien quand on a des parcs un peu anciens, on met pas les dernières versions parce qu'on peut pas mettre à jour les OS. Eh bien, il faut savoir que si vous voulez bénéficier de l'ensemble des avancées de FileMaker Server qu'on aura l'occasion de présenter d'ici quelques minutes, eh bien, il faut savoir que si vous installez FileMaker version 25, il n'y a qu'une version FileMaker 25 qui pourra tourner. Donc, attention là-dessus, il faudra du coup faire un petit peu attention. Je vois que Olivier nous a posé une question sur le Slack. Et je manquerai pas après l'émission de regarder et de te répondre avec grand plaisir. Et donc, et puis Lester qui vient d'arriver me pose une petite question sur est-ce que FileMaker peut être adapté pour développer des solutions de type SaaS à destination de plusieurs clients. Alors oui, on peut tout à fait développer une version avec plusieurs clients qui peuvent se connecter à l'application FileMaker. Le niveau d'ailleurs de sécurité de FileMaker est très important et on peut avoir une finesse dans les droits de FileMaker que beaucoup d'outils no-code ne permettent pas d'atteindre. Mais il faut faire attention parce que si on parle de vrais SaaS, c'est-à-dire des SaaS avec un accès uniquement via un navigateur, on aura quand même quelques petites limites et c'est pas forcément le meilleur outil là-dessus. En revanche, pour des outils métiers internes, Grégory nous présentera sa solution Orcarisk. Eh bien, elle pourrait très bien se déployer sur plusieurs clients en même temps et chacun ayant son propre espace, ses propres informations et répondre aux besoins spécifiques. Voilà. Bon. Passé ce petit disclaimer et ces petites attentions sur FileMaker, on va déjà parler un petit peu du look and feel de cette version FileMaker, notamment sur macOS.
Pour la première fois sur macOS, FileMaker, qui est une filiale d'Apple, il faut le répéter, eh bien, a développé son interface pour répondre aux standards que l'on va retrouver sur les autres outils développés par Apple, que ça soit Number, que ça soit Page, que ça soit Keynote. Et du coup, là, on retrouve le même style d'icône, les mêmes organisations du graphisme, et du coup, ça crée aussi de la cohérence dans les outils de la suite Apple. Et donc, du coup, on est, notamment quand on est nouvel utilisateur, ça nous facilite un petit peu l'arrivée et la compréhension là-dessus. Grégory, hein, si tu veux intervenir, n'hésite pas sur cette partie-là. Deuxième élément, aussi un peu plus sur la partie développement, eh bien, avant, sous FileMaker, quand on avait des conditions, des boucles, etc., ça nous faisait des scripts qui étaient très très longs. Et notamment, quand on voulait pouvoir bien visualiser l'organisation des éléments, quand on avait des traitements qui s'enchaînaient, c'était parfois un petit peu difficile de pouvoir bien afficher les conditions. Et donc là, sur votre gauche, vous voyez que maintenant, on a la possibilité, dans ces scripts, de pouvoir regrouper ces boucles et ces conditions, et de la même manière, de pouvoir ouvrir tel ou tel élément. Donc, par exemple, là, vous voyez en orange sur le côté, ma boucle, quand je l'ouvre, je vois que j'ai une condition, et cette condition, vous voyez, vous avez un petit trait qui va jusqu'à la fin de boucle, et vous pouvez du coup visualiser l'indentation des éléments, et ça, je trouve que c'est quand même particulièrement pratique, notamment quand on a un traitement un peu long de données, et ça va nous faciliter aussi la lecture des éléments. On va pouvoir fermer dans les boucles et dans les conditions les éléments. Voilà. Ensuite, comme on l'a dit en introduction, le gros sujet de la version de FileMaker, c'est l'IA. Okay, alors, ce qui est intéressant sur l'approche de l'IA, c'est que par rapport à beaucoup d'outils no-code qui existent sur le marché, eh bien, FileMaker n'a pas fait un outil IA pour nous aider à construire nos solutions FileMaker. C'est-à-dire de faire aujourd'hui ce qu'on appelle du vibe coding, c'est-à-dire d'écrire un prompt sur ce que l'on veut obtenir, et l'intelligence artificielle nous crée l'interface, la base de données, etc. Non. L'idée de FileMaker, depuis des années d'ailleurs, ça a été de se concentrer sur la réponse d'une intelligence artificielle sur le côté opérationnel, côté client. Et à ma connaissance, même si on a vu chez des outils comme Xano apparaître un outil de requêtage en automatique, eh bien, comment on va dire, cette intelligence artificielle va être tournée vers le côté résultat. Et premier élément, c'est que on va pouvoir intégrer des modèles de LLM, alors des modèles qui vont permettre de dialoguer avec la machine on-premise sur le serveur de FileMaker. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on développe dans pas mal de solutions de no-code, quand vous envoyez votre requête pour utiliser, je prends l'exemple de Notion, que pour certains vous connaissez peut-être, eh bien, il y a l'IA qui est intégrée à Notion. Eh bien, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas où part notre information. OK ? Et là, on va pouvoir choisir le modèle que l'on veut. Est-ce qu'on veut
du chat GPT? Est-ce qu'on veut du Perplexity? Est-ce que l'on veut mince, j'ai oublié l'autre. Bref, du Gemini de Google. On va pouvoir donc choisir son modèle et pour certains d'entre eux, on va pouvoir les intégrer directement sur un serveur personnel. Ça veut dire que vos informations vont rester localement directement. Et ça, je trouve que c'est une question que beaucoup des clients que l'on a à l'atelier digital nous posent en disant « oui, je veux intégrer l'intelligence artificielle, mais la difficulté, c'est de savoir comment je vais pouvoir l'intégrer réellement. » Okay, et là, l'idée, c'est vous allez avoir votre FileMaker serveur, vous allez faire une deuxième installation sur un serveur un petit peu musclé si vous voulez avoir des tons de réponse importants. On vous déconseille d'installer un modèle LLM et puis FileMaker sur le même serveur, mais on vous conseille, comme on le fait pour la partie web direct, d'avoir un serveur dédié quand on commence à avoir beaucoup de connexions et on veut l'intégrer directement dans sa solution que l'on développe. Et ça, on va avoir du coup un Mac Studio, par exemple, un peu costaud en RAM. Vous allez l'installer et du coup, vous allez pouvoir très naturellement faciliter les interactions et toute l'information que vous allez envoyer au LLM, eh bien, lui n'est pas partagé par le reste du monde. Donc ça, c'est un élément qui va être important. Deuxième élément qui est important, c'est que avec ces fameux LLM, donc le format chat de GPT, souvent on a ce qu'on appelle des hallucinations. Okay, et pourquoi? Parce que quand il vous donne une réponse, il vous donne une réponse dans les éléments, les statistiques les plus courants. Okay, et on va du coup pouvoir personnaliser notre chat. Je vais simplifier pour que tout le monde comprenne, ceux qui sont un peu moins experts en la matière. Je vais pouvoir, à l'intérieur de ma solution FileMaker, pouvoir faire un mini chat et ce chat, je vais pouvoir obtenir des réponses directement à partir du contexte de FileMaker. D'accord ? Ça veut dire que je vais pouvoir lui indiquer des informations qui sont contenues dans ma base de données et lui dire que voilà les champs dans ma base de données que je veux utiliser. Exemple tout bête de mise en pratique, Grégory, c'est peut-être un élément que tu vas pouvoir intégrer, c'est que tu me parlais tout à l'heure de rédiger des rapports d'audit d'une certaine façon. Eh bien, on peut imaginer que toi, tu as déjà dans ta base FileMaker rédigé 100, 200 audits d'une certaine façon, structurés avec une certaine méthodologie qui est propre à Orcali. Et du coup, on peut imaginer que on puisse demander que tu puisses dire, voilà, à partir de ce champ de base de données, voilà le champ où il y a tous mes rapports, eh bien, inspire-toi de la structure de ces rapports pour rédiger le nouveau rapport que je vais mettre en place. J'ai rempli le nom de l'entreprise, les caractéristiques des process qui sont à faire, etc., donc dans différentes tables. Et puis, je vais pouvoir lui demander, l'interroger pour reformuler les choses avec mon vocabulaire technique, avec ma structure d'information. Complètement. Je pense de suite à ça. Je pense aussi à faire des résumés d'intervention quand on était intervenu avec beaucoup de journées sur une durée plus ou moins longue, donc d'avoir un résumé de l'ensemble des interventions qu'on a fait chez un client. Mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que dans notre métier, il faut vérifier une conformité à une réglementation.
La réglementation, c'est des textes qui sont souvent pas faciles à comprendre, souvent imbuvables. Et là, clairement, j'imagine tout de suite l'entraînement d'un LLM avec comment tu peux me simplifier ce texte réglementaire et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y répondre. Là, de suite, ça fourmille dans ma tête. Alors, justement, par rapport à ça, il y a une fonctionnalité qui va être très pratique parce que souvent, comment ça s'appelle, ces réglementations, elles vont être souvent sous format d'un fichier PDF. Voilà. Eh bien, une des fonctionnalités offertes par FileMaker, c'est de pouvoir, à partir d'un conteneur FileMaker dans lequel on va mettre un fichier PDF, de pouvoir faire une extraction du texte du PDF pour le mettre dans un champ texte classique et du coup pour faciliter l'indexation. Ce qui veut dire que là, ça va changer un petit peu la donne puisque on peut imaginer que je mets ma table avec mes textes de réglementation et automatiquement, je vais pouvoir extraire de ce PDF le texte et je vais pouvoir vectoriser, faire en sorte que d'exploiter via le LLM l'ensemble des éléments. C'est trop bien. Donc voilà, ça c'est une petite fonction qui va bien avec cette responsabilité de fine-tuning, de pouvoir optimiser son LLM directement grâce à FileMaker. Autre élément, toujours sur la partie IA, c'est la possibilité de pouvoir interroger FileMaker avec un langage qu'on appelle naturel. Okay ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pouvoir, qu'est-ce que va pouvoir nous faire FileMaker? Eh ben, c'est tout simplement que quand on va lui demander d'écrire, on va lui poser une question, et ben derrière, il va aller sélectionner les tables et les champs les plus pertinents et il va ensuite générer une requête SQL pour apporter une réponse, une information qui va être structurée. Exemple d'utilisation, c'est par exemple une question toute bête qui pourrait être parfois un peu complexe, c'est je suis un commercial, je dois aller dans la belle région de Toulouse, par exemple, pour aller je vais voir un client, et du coup, je vais essayer d'aller voir mes clients habituels qui sont dans la région de Toulouse, et essayer de voir un petit peu comment on peut, je proposer pour aller les voir. Eh bien, on peut très bien créer un champ de chat directement dans FileMaker et dire donne-moi la liste de mes clients classés par ordre chiffre d'affaires décroissant qui sont dans la région de Toulouse. Et du coup, il va exécuter l'ensemble des informations et on peut même lui préciser et j'aimerais que tu me donnes en résultat le nom de l'entreprise, son adresse et le chiffre d'affaires que je réalise. Et du coup, il va me générer un fichier, il va me générer une requête, il va me donner la réponse, et cette réponse, je vais pouvoir aller la stocker. Et ça va être un game changer pour notamment des directions marketing, des directions commerciales. Et souvent, la difficulté dans un outil de base de données, c'est d'avoir une volumétrie d'informations qui est très importante, d'accord? Et donc, dans cette volumétrie d'informations, souvent, on n'utilise pas toute la data qui est présente dans FileMaker. Et là, on va pouvoir commencer à obtenir des réponses qui vont être assez sympathiques. Et d'ailleurs, une des fonctionnalités qui s'associe bien avec cette notion-là, c'est que FileMaker va avoir la possibilité, quand on va l'interroger, de vous envoyer une liste des enregistrements les plus pertinents, qu'on appelle les ID. Et on a, pour la première fois dans FileMaker, la possibilité d'aller directement afficher l'information de ces ID, c'est-à-dire de ces identifiants internes
ces enregistrements qui sont dans l'information, eh bien, il va nous envoyer la liste des ID internes, pour répondre par exemple à ma question, qui sont dans ma table entreprise directement. Et donc, il y a l'enregistrement 72, 7536, c'est dans l'ordre décroissant et on va pouvoir garder cette notion de tri qui va être très pratique. Toi, comment tu le perçois, Grégory, cette innovation ? Ben déjà, ça me paraît vraiment intéressant parce que ça va aussi simplifier le code qu'on doit faire. C'est-à-dire que ça, si on voulait le faire à aujourd'hui, il fallait créer des rubriques de calcul, il fallait réfléchir à tous les choix que l'on pouvait faire et pré-coder quelque part les requêtes, alors que là, ça se fait en langage naturel. Oui, ça peut être vraiment bien pour des directions, tu l'as dit tout à l'heure, commerciales ou autres, mais c'est aussi bien en développement parce que on peut tout de suite, le champ des possibles s'ouvre. On n'a pas besoin de réfléchir à tout quand on crée la base de données, en fait, si je comprends bien. Hein. Oui, c'est ça, c'est que on va pouvoir, tu parles voilà, des champs de calcul, on va pouvoir avoir rapidement une question toute bête, c'est quel est le meilleur produit qui a fait le plus de chiffre d'affaires et la marge la plus importante. Bon. Et qui dit moins de champs de calcul dit aussi une base de données qui va plus vite, qui réfléchit un petit peu moins. Enfin, c'est vraiment. Enfin, tu as parlé de game changer. Je pense que tu es vraiment dans le sujet là. Ouais, c'est clair que ça va permettre. Je dirais que souvent les solutions FileMaker, c'est on stocke beaucoup d'informations et de process pour valider dans les passages d'action. Et le côté BI, business intelligence, c'est-à-dire de dire que la donnée que j'ai est une richesse pour anticiper les commandes de mes futurs clients, etc. Et je pense que la voie va effectivement avancer dans le bon sens, pour moi, de FileMaker et offrir finalement des solutions beaucoup plus riches et avec des choses auxquelles qu'on n'espérait pas là-dessus. Allez, autre élément important dans les éléments. Ah bah tiens, ça passe, c'est pas enregistré. De FileMaker, des évolutions de FileMaker, eh bien, c'est notamment un gros travail qui a été fait sur la traduction, qui est souvent, au fur et à mesure des années, les choses comment ça s'appelle, ont pas beaucoup évolué. Et là, du coup, il y a eu un gros travail d'optimisation de la traduction. On remercie d'ailleurs Fabrice Norman de One More Thing, qui a été le fer de lance là-dessus. D'ailleurs, j'en profite pour faire une annonce. Fabrice sera avec nous lors de la prochaine émission au mois de septembre. Ça va être le 9 septembre de mémoire. Et il viendra nous parler de la facturation électronique et comment on peut l'intégrer dans FileMaker et surtout comment on peut l'intégrer dans d'autres solutions no-code. Pourquoi ? Parce que en septembre 2026, la France devra passer à la facturation électronique et les entreprises auront un an quasiment date à date pour se mettre en conformité et être opérationnel là-dessus. Donc, je ferme la petite parenthèse. Autre élément que j'ai vu dans les petites nouveautés qui sont, ma foi, sympathiques dans FileMaker, c'est le fait que quand on importe ces données, vous savez, on avait la possibilité de pouvoir ne pas exécuter les éléments. Okay, mais de la même manière, vous savez, quand on fait la fonction remplacement, remplacer pour ajouter, par exemple, une donnée, eh bien, à chaque fois qu'on a le champ eurodatage de modification activé, chaque fois que je fais une modification dedans,
eh bien, ça modifiait ma date de modification. Et quand on fait nos développements dans FileMaker, parfois on est amené à ajouter un champ et on va renseigner de manière automatique ce champ. Eh bien, il faut savoir que à l'intérieur de FileMaker 25, on a maintenant la possibilité de désactiver la mise à jour de l'eurodatage quand on va faire un changement de données, ce qui permet de savoir que cette fiche, elle n'a pas été modifiée depuis 3 ans, parce que souvent, quand on faisait une mise à jour, on ajoutait un nouveau champ et qu'on faisait le traitement de ce champ, souvent ce qui se passait, c'est que manque de chance, la mise à jour se faisait sur l'ensemble de notre base, et du coup, cette fonction qui est quand même pratique, sautait directement. Donc ça peut être un élément important. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Oui, il faut savoir que je mettais Data API. Il faut savoir que dans cette nouvelle version de FileMaker, le FileMaker annonce de plutôt maintenant privilégier le standard qui est le standard OData pour aller aller chercher les informations dans FileMaker, et du coup ils vont commencer à déprécier la version du Data API de FileMaker au profit de l'OData. Pour parler un petit peu technique, OData est un standard mondial sur la manière d'interagir en API les données. D'accord? Et donc, il y a beaucoup d'autres outils de base de données qui sont maintenant compatibles OData, et du coup, FileMaker rentre dans le rang. Hein. Il faut savoir que OData n'est pas nouveau, mais ils ont étendu les fonctionnalités d'OData, et notamment, on peut faire un perform script on server, c'est-à-dire qu'on peut exécuter une requête OData directement depuis l'utilisateur vers le serveur pour faire un traitement qui est souvent complexe. Et ensuite, ces temps de réponse, avant, on aurait été obligé de faire une boucle pour faire le traitement de tel et tel élément. Et bien là, grâce à OData, on peut ajouter 1 millier d'enregistrements directement dedans. Dernier point pour terminer, parce que je vois que le temps passe vite. Dernier point aussi sur la fonction de Perform Script on Server, où aussi toutes les actions de script qui étaient exécutées dans le web direct. Parfois, il faut savoir que tous ces scripts qui étaient organisés côté serveur, eh bien, il y avait une limite du nombre de traitements qu'on pouvait faire par défaut. Par défaut, on ne pouvait pas faire plus de 100 traitements complémentaires, et que parfois, quand on avait des scripts qui appellent d'autres scripts, etc., eh bien, on arrivait rapidement à cette limite, et ce qui se passait, c'est que FileMaker se mettait en rideau et ne traitait plus les demandes. Okay. Et donc, une des nouvelles fonctionnalités de FileMaker 25, c'est que là, les demandes, elles vont mettre plus de temps, mais on va avoir une gestion de queue avec les éléments qui vont s'afficher au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est des petits détails, mais qui nous permet aussi de gagner en sécurité. C'est-à-dire que quand on lance un process et qu'on ne sait pas quelles sont les fiches qui ont été modifiées correctement et quand est-ce que le truc a planté, au moins là, ça prendra plus de temps, mais au moins les éléments seront exécutés directement. Ok. Je vous conseille d'aller regarder un petit peu
la documentation qui sort, qui va sortir ces jours-ci sur FileMaker Community, FileMaker Community étant le grand forum, mais c'est plus qu'un forum, puisqu'il y a plein de ressources qui sont partagées par des développeurs, etc. Et notamment sur toute cette nouvelle fonctionnalité, si vous n'avez pas trop peur de l'anglais, vous avez Solian Consulting, qui est l'un des grands partenaires US de FileMaker, qui a sorti sur la partie customisation IA, etc., les premiers articles de bonnes pratiques. Il y a Fabrice Norman aussi sur One More Thing, qui a aussi publié un article qui présente un peu toutes ces nouveautés et voilà, des éléments qui sont intéressants. Bon. Voilà. Du coup, voilà. On va du coup maintenant repasser un petit peu à ta pratique, Grégory. Alors pour les personnes qui nous ont peut-être rejoints, est-ce que tu peux te présenter très rapidement et qu'est-ce que fait Orcali? Oui, donc Orcali, ça veut dire organisation et qualité. On est une société de conseil en qualité, sécurité, environnement et RSE. Voilà. On intervient essentiellement dans des TPE, PME. C'est le cœur de notre clientèle pour mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour permettre à l'entreprise d'améliorer sa performance. Voilà. Ok. Et du coup, on l'a vu tout à l'heure en introduction, tu nous as expliqué que au départ, les besoins dans la qualité, on rédige beaucoup de choses. Oui. On calcule beaucoup d'éléments. On rédige beaucoup de choses, mais l'objectif, c'est d'en rédiger le moins possible et qu'on écrive chaque chose une seule fois. Ouais. En tout cas, ça, c'est notre leitmotiv. Et du coup, de tes solutions que tu as mis en place, tu as commencé véritablement à créer un nouvel outil quelque part que tu as appelé Orca Risk. Oui. Et du coup, je vais du coup peut-être te donner la main pour que tu nous partages un petit peu le fait d'avoir créé quelque part une vraie application là-dessus. Oui. J'arrête de partager mon écran. Du coup, c'est moi qui partage le mien alors. Ouais, c'est ça, tu vas pouvoir partager le tien. Tout en bas, tu fais présenter et tu vas pouvoir voilà. Et donc, voilà. Et du coup, je vais pouvoir afficher, ajouter. Voilà. Alors, explique-nous un petit peu la genèse déjà, qu'est-ce que c'est et la genèse, d'où ça vient? Alors, Orca Risk, c'est une application en fait qui va permettre d'animer les analyses de risques opérationnels, c'est-à-dire les risques opérationnels dans l'entreprise. On les a en qualité, sécurité, environnement. Orca Risk est dédié à la qualité. Donc, l'objectif, en fait, de cette analyse de risque, c'est ça, hein, quand on cherche les risques que l'on a dans l'entreprise, c'est les risques de non-réponse à un besoin client, pour faire simple. La plupart des entreprises aiment le mode pompier, c'est-à-dire qu'on n'anticipe pas forcément ce qui peut se passer de mal. Et quand quelque chose se passe pas bien, on réfléchit à qu'est-ce qu'on a mal fait. Donc, on est souvent en mode réaction. Et là, l'idée, c'est d'anticiper ces situations-là qui sont pas agréables à vivre et surtout qui peuvent jouer sur la satisfaction de nos clients pour anticiper et de travailler sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour éviter que quelque chose se passe mal. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, est-ce que tu peux nous donner justement un exemple d'un process, d'un mode pompier qui est lié pas forcément à la relation client, qui peut être par exemple un problème qu'on n'a pas identifié dans une machine ou quelque chose comme ça, non? Du coup, j'avais fait un petit exemple, on va dire si
Si on fabrique une cosse, donc sur cette cosse, c'est une cosse électrique, hein, on sertit sur un fil électrique, ben, ce qui peut se passer, c'est que cette cosse-là est mal reliée au fil électrique. Donc, ça va générer un problème qui va faire que la cosse ne va pas fonctionner. Et nous, notre objectif, c'est que quand on fabrique cette cosse, dans mon exemple, eh bien, on va regarder l'ensemble des étapes de fabrication de cette cosse. Alors, voilà, j'ai mis des étapes, c'est pour l'exemple, hein, mais je dois couper un câble, le dénuder, etc. Et je dois m'assurer que tout au long de ce processus de fabrication, je fasse les choses bien pour qu'à la fin, ma cosse soit conforme. Et notre objectif, c'est d'éviter au maximum de contrôler le résultat final. J'ai souvent des petites maximes et l'une d'elles, c'est que quand on contrôle le produit, ben c'est l'échec en fait. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de ce que l'on a fait. Oui, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. On voit déjà le problème, mais c'est déjà trop tard. Alors, c'est déjà mieux que rien que de laisser partir la voiture avec, par exemple, un petit airbag défectueux. Alors, j'ai fabriqué des airbags, il paraît, donc voilà, ça, tu es très bien dans le sujet. Mais l'objectif, et surtout quand tu dis l'airbag, par exemple, il se trouve que l'airbag, c'est de l'explosif et que donc, on ne peut pas les contrôler tous, parce que les contrôler, ben, ça veut dire les tester, et les tester, ben, comme ils ne fonctionnent qu'une fois, derrière, ça marche moins bien. Oui. Donc, typiquement, dans les airbags, on utilise cet outil-là pour dire, OK, je dois fabriquer cette pièce-là, qu'est-ce qu'il faut que je maîtrise pour que ma pièce soit bonne du premier coup? Voilà, et pour éviter de faire en sorte que derrière, j'ai des soucis de fonctionnement. Et par exemple, de dire, si mon câble est trop court, il doit être de 12 mm, eh bien, j'ai une tolérance qui peut être entre 10… Entre 11 et 13, voilà, par exemple. Et de dire, si c'est à 10, voilà. Voilà, et qu'est-ce qui m'assure que ce sera toujours à 12? Voilà. Donc, dans l'application, ça, ce sont des je ne sais pas si tu veux qu'on le regarde dans l'application, où là, j'ai fait des impressions écran. Comme tu veux, ce qui te paraît, toi, le plus parlant. On va regarder les impressions écran, et puis s'il y a besoin, je passerai sur l'application, hein, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette application? L'objectif, c'est d'identifier tout ce qui peut mal se passer. Et moi, ce que je vois, c'est que les entreprises ne le font jamais parce que d'imaginer ce qui va se passer, ça prend beaucoup de temps. Et ce temps-là, souvent, on ne l'a pas parce qu'on a plein d'autres choses à faire. Et donc, du coup, on est toujours en mode pompier. On dira, quand on aura le problème, on réfléchira. Et ça, pour moi, c'est dommage, en fait. Donc, dans l'application, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier ici, j'ai noté la fabrication de la cosse qui prend 7 étapes. Et vous retrouvez ici les 7 étapes que j'ai notées sur mon petit schéma. Donc, dans l'application, on va dire quelles sont les étapes nécessaires pour fabriquer ma petite cosse. Et sur chacune des étapes, plutôt que rechercher des risques, je vais décrire ce que je dois faire. Et c'est l'application qui va trouver les risques. Donc, l'objectif, c'était d'inverser un petit peu l'analyse de risque pour, un, gagner du temps. Donc, faire des analyses parce que ça me prendra moins de temps. Et deux, c'est me concentrer sur qu'est-ce qu'il faut que je maîtrise plutôt que qu'est-ce qu'il faut que je contrôle sur mon produit. Je ne sais pas si je suis clair en le disant comme ça. Donc, le but, on va décrire pour chacune des étapes quel est le livrable qu'on fabrique. Donc ici, je fabrique un câble et de répondre à un certain nombre de questions par oui, non. Donc, est-ce que mon câble, à cette étape-là, il est fini? Est-ce que je peux le retoucher, etc. Donc, je pose quelques questions on va venir cocher ici par oui ou par non. Et de la même façon, je vais dire, pour faire cette étape-là, qu'est-ce qu'il faut que j'utilise comme ressource? Donc là, par exemple, sur mon exemple, je dois avoir un standard de réalisation, donc je dois avoir un mode opératoire qui me permet de décrire comment je vais fonctionner pour couper mon câble à longueur ici. Et tout ce que je vais répondre, en fait, ce sont comment est-ce que l'entreprise s'est organisée pour maîtriser son étape. Donc, je répète, cette étape, à chacune des étapes, je dis quel est le livrable de l'étape et qu'est-ce qu'il faut que je mette en œuvre pour réaliser mon étape.
Donc ça, c'est ça que je vais remplir dans mon application. Et ensuite, il va falloir que je trouve les risques. Et pour trouver les risques, eh ben, je vais cliquer sur le bouton. Donc, plutôt que chercher des risques, là, c'est l'outil qui va les donner. Et quand je clique sur le bouton, en fonction de toutes mes réponses, ben, mon outil va générer le risque. Quelle est la gravité du risque? Donc, il va venir le coter. Il va me dire qu'est-ce qui va m'amener ce problème-là. Il va le coter, combien de fois ça peut arriver. Et il va me dire qu'est-ce qu'il faut que je maîtrise sur mon processus pour éviter que mon risque apparaisse. Il va donner, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de l'outil, hein, l'Amdex est un outil qualité, et je ne pense pas que ce soit le but ici, mais il va venir ici me déterminer une criticité qui me permettra de dire quelles sont les choses, sur quoi est-ce qu'il faut que je travaille pour que mon process fabrique une cosse bonne du premier coup. Une fois que j'ai ces risques, le but, ça va être d'identifier chaque fois qu'un risque est en rouge, donc ça veut dire qu'il est inacceptable, il va falloir que je trouve qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et là, c'est pareil, on a mis un petit bouton ici qui va me générer automatiquement les actions nécessaires pour pouvoir maîtriser mon activité. Est-ce que ça te paraît clair, Marc, ou est-ce que tu as des questions? Hop. Je n'entends plus Marc. Effectivement, excuse-moi. Je m'étais sorti, du coup, tu n'avais pas entendu, mais. J'ai cru que j'étais tout seul, c'est pas non, bien. Non, tu l'as dit. Non, parce que du coup, je t'avais laissé pour que tu sois. Oui, très bien. Et du coup, le côté magique de faire ces recommandations, je suppose que là, c'est lié au référentiel qualité et métier, enfin qualité, qui existe déjà, c'est ça? Oui, alors en fait, ça c'est un petit peu, moi ça fait longtemps que j'utilise cet outil d'analyse de risque. Comme je te disais tout à l'heure, je l'ai utilisé notamment pour les airbags, donc là où c'était vraiment essentiel. Et avec cette expérience-là, on a des tips un peu qui se créent, et ces tips-là sont pas forcément écrits dans la littérature et autres. Donc moi, j'ai voulu les intégrer dans mon application pour simplifier le process. Pour être simple, j'ai utilisé Orcarisk hier chez un client. Le client a passé plus de 25 heures à travailler sur son analyse de risque et n'en a fait que le quart. En 3 heures, on a terminé son process en fait. Donc il y a vraiment, il y a vraiment, de fait que ce soit inversé, on gagne vraiment beaucoup de temps. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, grâce à FileMaker, moi j'ai des clients qui sont contents des interventions qu'on fait chez eux. Oui, parce que du coup, tu arrives avec une réponse très opérationnelle. Et là, du coup, c'est aussi le fruit de ton expérience, quelque part, où tu as. Ouais. Et du coup, ce que l'on arrive à voir dedans, c'est que au fur et à mesure, par exemple, je pense à des risques électriques, les risques liés à l'eau, risques de chute, etc. Tu les as au fur et à mesure ajoutés, et quand tu arrives sur un nouveau cas que tu n'avais pas identifié, dans un cas client ou lié à la littérature que tu peux voir dans ton métier, et ben, tu vas pouvoir le rajouter. Je les ajoute dans mes scripts de calcul, en fait, et comme ça permet de ressortir. Parce qu'évidemment, derrière, il y a tout un tas de scripts qui permettent, en fonction de ce que l'on a identifié quand on a décrit notre process, c'est le script qui va dire, bon, mais ça, si tu as ça, ça peut générer ça. Donc après, j'ai tous les calculs derrière, mais qui rassure le client, puisque ça, on doit le faire sinon de façon, en groupe, en discutant, ça prend, c'est ça qui peut prendre du temps et qui fait qu'on ne sera pas exhaustif non plus. Oui, parce que du coup, on va plutôt s'intéresser à la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire les problèmes qui se voient facilement et simplement. Dans la dernière année,
Et s'il y a, on est dans une entreprise où il y a un peu de turnover ou autre, où les gens n'ont plus l'expérience, eh bien, on voit plus tout du tout. Donc là, c'est Oui. là que l'outil est intéressant. Ouais, ouais, ok. Et du coup, le Under the Wood, donc tu as mis aussi toute une partie de ta connaissance là-dessus. Pour Oui. développer un outil comme celui-là, alors tu l'as fait au fur et à mesure et tu l'as fait évoluer, mais Oui. globalement, ça t'a pris combien de temps pour créer un outil Cet outil-là, ça m'a pris en fonction du temps que j'y consacre, hein, mais si je regarde, ça m'a pris 6 mois D'accord, ok. pour partir de la base et arriver. Alors évidemment, j'avais le process en tête et je savais ce que je voulais que ça fasse, mais en démarrant de la modélisation de mes bases jusqu'à l'outil fini, ça m'a pris 6 mois, voilà, en Ouais. passant quelques heures par semaine en fait. Ok. Oui, et on voit souvent hein, que un projet comme celui-là, c'est une itération successive, une Alors, amélioration. bien sûr, c'est une itération et puis il faut savoir que je ne suis pas développeur. Donc, on est Oui, bien dans l'émission Captain No Code. Et donc, j'apprends au fur et à mesure aussi. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure que ça fait 10 ans que j'utilise FileMaker et j'ai commencé par comprendre c'était quoi une base de données. Donc, oui. là, je travaille avec Editomac, par exemple, avec Magali, qui m'a formé là-dessus. Et au fur et à mesure de mon apprentissage et puis des différentes bases que j'ai utilisées, j'ai aussi acquis certaines choses, mais qui s'acquièrent dans le temps. Donc, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, mes développements vont de plus en plus vite, mais je n'ai pas la compétence d'un développeur et les connaissances d'un développeur. Donc, c'est aussi pour ça que ça me prend un petit peu plus de temps pour moi, quoi. Ouais. Et ça, tu as dit une chose très importante, c'est valable pour beaucoup d'entreprises, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Non, c'est essentiel. C'est essentiel. FileMaker, sa grande force, mais aussi son côté obscur, si j'ose dire, c'est qu'on peut faire quelque chose tout de suite. Et souvent, si on n'a pas la connaissance de comment une base de données doit être conçue, on fait vite des usines à gaz qui ne fonctionnent très vite plus du tout. Ça a été mes premiers développements. Et, et voilà. Et il faut vraiment se dire, la modélisation d'une base de données, en tout cas, à mon avis, c'est une vraie compétence et il faut aller la chercher. On doit être formé là-dessus. C'est pas inné. Tu as parlé tout à l'heure d'ID, enfin voilà, des ID primaires et tout ça. Pour moi, c'était Du du chinois. langage. Non, ouais, c'était du chinois. Le métier de la qualité a du langage chinois, mais FileMaker en a aussi des fois. Hein, donc voilà. Et ça, pour moi, il est essentiel de se faire accompagner. L'avantage, c'est que souvent, les accompagnements, quel que soit, il y en a beaucoup en France qui le font, et j'ai la chance d'en côtoyer pas mal dans la UFMF. Vous avez tous la même façon de faire, c'est-à-dire que vous nous apprenez un truc et vous nous accompagnez à développer pour être sûr qu'on le comprenne. Et on acquiert cette compétence petit à petit. Et l'avantage de FileMaker, c'est qu'il est quand même simple et on Mmh. finit par faire des choses par soi-même et dont on est super fier à la fin. Et oui, c'est clair que le résultat derrière, tu as une solution, qui est quand même très opérationnelle, Mmh. là-dessus, qui offre, une solution, plutôt sympathique, je trouve, Mmh. et une réponse très opérationnelle pour tes clients et Oui. c'est l'essentiel. Et Et oui, vas-y. pour les clients et surtout, enfin voilà, nous, comme je disais tout à l'heure, nous on est trois. Si on est tous les trois à faire une AMDEC, elle sera faite de la même façon, quelle que soit la personne qui la fasse. Et ça, c'est aussi essentiel quand on est dans une entreprise et qu'on doit partager un certain nombre de valeurs, de savoir-faire. FileMaker permet aussi, plutôt que d'écrire des procédures, comment on doit faire ci ou ça, on crée un outil qui le fait. Et du coup, de base, tout le monde fait pareil. Et ça, c'est quand même super bien, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est un de tes projets, qu'on avait évoqué, lors de la conférence, que ton objectif, c'est quelque part de franchiser, Oui, ton savoir-faire et que, naturellement, si tu veux franchiser, et regrouper, des gens qui sont spécialistes de la qualité,
eh bien, autour d'un savoir-faire, d'une méthodologie et donc d'un outil. D'outils qui permettent voilà, d'assurer cette harmonie. Et Ouais. c'est vraiment ça l'objectif. Voilà. Enfin, en tout cas, les outils vont me permettre, j'espère, de faire ça sans souci. Ouais. Et du coup, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet d'avenir et un peu des outils que tu auras besoin si tu développes ce principe de franchise ou en tout cas de savoir-faire partagé? Bah, oui, aujourd'hui, en fait, ce projet, je m'attendais pas à parler de ça, mais ce projet de franchise, c'est parce on a un savoir-faire qui est présent à Toulouse, puisque c'est notre Mmh. ville et on est ici. Et l'objectif, ben, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le maximum de clients qui puissent en bénéficier. Donc voilà, l'objectif, c'est partager un petit peu notre savoir-faire et puis faire en sorte aussi que notre savoir-faire évolue grâce à d'autres personnes qui pourraient rentrer dans notre réseau, parce qu'on n'est pas les seuls à maîtriser un savoir. Un savoir, c'est à Oui. plusieurs. Mais l'important, c'est qu'à partir du moment où on partage tous, on est tous sous la même bannière, il faut qu'on fonctionne de la même façon. Et donc, voilà pourquoi je crée plusieurs outils. Il y en a d'autres. Il y en a sur la gestion d'audit, il y en a sur la gestion de la veille. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et la veille l'IA va vraiment Oui. être un bon outil pour ça. On a la gestion de projet. Voilà, on développe pas mal d'outils auxquels on croit et surtout, voilà, qui sont centrés sur la performance du client et pas sur nous-mêmes. Parce que l'objectif, c'est de donner au client quelque chose d'opérationnel, qui soit simple et surtout qui évite de réécrire plusieurs fois les mêmes choses et voilà, et qui sont centrés sur la performance du client. Et ça, c'est vraiment important. Ouais. OK. Voilà. Merci en tout cas, pour ton intervention. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site web? Oui, on a un site web qui est orcali.com, très Ouais, simplement, donc qui décrit un petit peu nos activités. Et puis, on est présent sur LinkedIn aussi. Donc, il y a une page Orcali et puis j'ai une page à mon nom. Voilà, sans aucun souci. bien. On est accessible via tous ces réseaux. Oui et du coup, c'est clair que ça permet aussi de présenter un petit peu, les savoir-faire, Tout à fait. sur lesquels tu peux intervenir, là-dessus. Tout à fait. Eh bien, en tout cas, voilà, notre temps se termine gentiment pour cette dernière émission de la saison. Je te remercie en tout cas, Grégory, d'être venu et puis d'avoir aussi partagé cette découverte de cette nouvelle version de FileMaker 25 Ouais. qui est arrivé, qui a bousculé un petit peu nos, ce qui était prévu initialement pour cette émission. Mais bon, voilà, il faut s'adapter à l'actualité. Ouais. Il faut savoir que l'émission sera en replay d'une part sur le Twitch de NoCode France pendant à peu près une dizaine de jours, mais surtout vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de NoCode France dans la playlist Captain NoCode. Et donc comme ça, vous pourrez découvrir et redécouvrir un petit peu les fonctionnalités qu'on a présentées aujourd'hui. Voilà. Est-ce que si d'autres intervenants, voilà, d'autres personnes veulent s'exprimer, c'est le moment avant que l'on clôture gentiment cette émission pour la saison. Et comme je le disais, on va se retrouver, je regarde avec le 10 septembre, c'était pas le 9, c'était le 10 septembre prochain, prochain live de Captain No Code dédié à la facturation électronique, puisque on sera un an avant l'obligation pour les entreprises qui facturent de la TVA de gérer la facturation électronique. Voilà. Et du coup, je lance comment s'appelle la bannière de fin. Et puis je vous dis en septembre prochain. À très bientôt. Merci Salut beaucoup. Grégory. Au revoir tout le monde. Bye.